Bon Jérémia, on reprend la route aujourd'hui après avoir découvert les étangs de la Barrette et comment les moines ont bâti ces fabuleux étangs. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est d'aller à la rencontre de Ludovic qui va nous expliquer comment on pêchait à l'époque dans la Somme. C'est un parc très particulier, il fait 33 hectares. Il allie les reconstitutions archéologiques et puis une découverte des marais humides et de la nature dans la vallée de Somme. Donc site qui existe depuis à peu près 30 ans et qui accueille 80 000 visiteurs par an. Nous avons essentiellement une vertu pédagogique. On explique un petit peu l'histoire de l'humanité et de ses gestes et de ses savoir-faire au public qui vient nous voir. Le mot et le nom Samara vient du nom du fleuve Somme en langue gauloise. Et ça veut dire, étymologiquement parlant, qui s'écoule paisiblement. Donc là, nous, on a des traces de pêche à la préhistoire, très ancienne, où en fait on a retrouvé que des vertèbres de poissons, du brochet, du saumon. On n'a pas de matériel de pêche retrouvé. Et en fait, on pense que sur les cours d'eau où il y a le moins de profondeur, ils ont fait des petits barrages en branchage. Et puis après, c'est une pêche à la main pour attraper les poissons et les jeter sur la berge, un peu comme ferait un ours aujourd'hui avec le saumon. Et puis à la fin du paléolithique, on va retrouver en fait des harpons en os, où là, en fait, on a la partie osseuse qui est fixée sur une tige de bois. Donc il y a un montage en fait avec un fil. À l'impact, le harpon va se décrocher. Il reste lié là ici sur la tige de bois et on peut ramener, un peu comme avec une canne à pêche, le poisson. Alors le problème c'est réussir à percer un poisson avec ça. Et puis on a aussi des petits hameçons, là ça ressemble plus à ce qu'on connaît aujourd'hui pour la pêche. Donc celui-là il est un peu massif en os. Là, on est à la toute fin du paléolithique chez un homme qu'on appelle Cro-Magnon, donc c'est notre ancêtre direct. Et là, ce campement-là, il est daté d'environ entre 10 à 12 000 ans avant Jésus-Christ. Donc là, on continue notre petite évolution dans le temps. Donc là, on arrive chez les premiers agriculteurs il y a environ 7 000 ans, 5 000 ans avant Jésus-Christ. Les premières maisons, les premiers habitats fixes, où là on se sédentarise et on va pratiquer l'élevage, l'agriculture, mais la chasse et la pêche ne vont pas disparaître. Donc on va retrouver par contre des nouveaux moyens de pêche, on va retrouver des nasses comme celle-ci. Donc là c'est un modèle, c'est les modèles les plus simples, où en fait on a un récipient un peu en entonnoir et on va le traîner pour bloquer le poisson à l'intérieur. Et puis après on va trouver des modèles qui sont un peu plus travaillés, là pour du poisson un peu plus gros, où on a toujours ce principe d'entonnoir. Le poisson va venir traverser la lessive intérieure et les plus petits vont pouvoir continuer leur chemin et les plus gros vont rester coincés à l'intérieur. Donc ça permet de la laisser dans l'eau et de la récupérer plus tard. Donc c'est pratique là quand on est agriculteur, on va pouvoir s'occuper de ses champs et puis en même temps s'approvisionner en poissons en plus de la chasse. Et puis il y a aussi bien sûr les filets de pêche, où là on a un modèle là qui est accroché au mur, où on a en fait un filet avec des poids et des flotteurs. Et là un autre modèle, un filet épervier, où il reste encore à ajouter les poids dessus pour qu'il s'enfonce et attraper le poisson à la volée. Donc là, on est en train d'assister à une expérimentation archéologique. On a reconstitué une embarcation très sommaire gauloise qu'on appelle le coracle, décrit par Jules César dans la guerre des Gaules. Il lui donne un nom, le corucos, qui va donner le mot coracle, utilisé par des Gaulois qui sont auxiliaires dans l'armée romaine. Jules César doit faire franchir un fleuve à son armée et les Gaulois lui fabriquent des milliers de coracles très rapidement et toute l'armée peut traverser le fleuve. Alors on sait qu'on l'utilise à la pêche. Là, on est sur une eau stagnante, donc on n'a pas trop de problèmes de navigation. S'il y avait beaucoup plus de courant, ce serait peut-être un peu plus compliqué. Mais il ne faut pas oublier que ces gens-là aussi ont une dextérité, parce qu'ils utilisent ce genre d'embarcation tous les jours. Ils ont une dextérité que nous, on n'a pas.
On utilise deux objets qui sont reconnus archéologiquement, la nasse et puis le filet épervier, qui sont efficaces pour peu qu'on sache encore une fois bien s'en servir. On arrive à la fin de notre parcours à Samara. On est où du coup là dans ce dernier bâtiment? On est dans la dernière époque représentée à Samara, c'est celle des Gaulois. Donc on est entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle avant Jésus-Christ, à la fin de la guerre des Gaules en fait. Et donc tout mobilier et tout ce qui est représenté ici est très fidèle à l'habitat que ces gens utilisaient et dans lesquels ils vivaient. Et tu nous disais hors caméra la devise qui était sur les verres. Et là, il y en a une qui est très connue, qui dit bois de ceci, tu seras très aimable. Ibeti sukiyu ande caribiete. Eh ben, j'arriverai pas à le répéter, mais c'était cool en tout cas. Merci encore. Merci à vous. La thématique de cet épisode, c'est la pêche du brochet. Et ça tombe plutôt bien, puisque l'arboretum du parc Samara, vu du ciel, il est en forme de brochet. C'est Bruno Lebel qui a réalisé, qui est l'architecte de ce parc. Le brochet étant pour cette personne, pour Bruno Lebel, l'emblème de la Somme et ça transparaît vu du ciel. Après avoir trinqué avec Ludovic et David, c'était vraiment agréable d'échanger avec eux, mais il était temps pour nous de continuer notre quête du brochet. Et on a rencontré juste ensuite Maxime, non loin de là, sur la frayère à brochet de Tirancourt, qui est juste à côté en fait du parc Samara. Et Maxime, lui, c'est un technicien de la Fédération de pêche de la Somme qui nous a expliqué dans les moindres détails le cycle de vie du brochet. Ici, sur le fleuve Somme, il y a une grosse problématique liée à la reproduction du brochet. En effet, le fleuve Somme est canalisé sur une grande partie de son cours. Et donc, les brochets n'ont pas accès à leur zone de frayère. Et donc, pour remédier à cette problématique, la Fédération de Somme, en 2008, a mené une étude pour restaurer la continuité transversale du fleuve Somme. De cette étude est née la restauration de la frayère de Tirancourt, qui a eu lieu en début 2017. Cette restauration, financée par le Conseil départemental de la Somme et l'Agence de l'eau Artois-Picardie, consiste à proposer aux brochets une frayère optimale. Donc, une frayère optimale, qu'est-ce que c'est? C'est d'offrir un substrat végétal court et dense, submergé qu'une seule partie de l'année durant la reproduction du brochet, donc de janvier jusqu'à mai, et de proposer également une hauteur d'eau minimale, donc qui va permettre à la fois un réchauffement rapide des eaux, qui va permettre un grand apport nutritif aux jeunes alevins de brochetons. À un moment, Maxime, il nous propose d'écouter, en tout cas de nous faire découvrir une des actions que la fédération met en place. C'est un suivi, je vais appeler ça radio-guidé, mais en tout cas les brochets sont pistés. On leur implante un petit émetteur sous la peau, sous-cutané, et grâce à une antenne que Maxime nous a sortie, on est capable de les localiser. Finalement, à la pêche, c'est un peu ce qu'on recherche, en tout cas c'est ce que je recherche, et analyser un petit peu le comportement d'un poisson. Et là, on est capable de se dire que voilà, il y a du poisson dans les parages et d'observer un petit peu leur déplacement. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment plu, quoi. La Fédération de pêche a mis en place plusieurs suivis, dont le premier, le suivi cage, dont l'objectif est de capturer des petits brochetons qui sont nés dans la frayère et pour les mesurer et les peser, pour ainsi évaluer la reproduction de l'année. Pour la reproduction du brochet, les femelles rentrent dans les frayères
aux alentours de fin janvier jusqu'à début mars. Et donc elles vont pondre à cette période-là, après avoir recherché les zones de frai pendant quelques semaines auparavant. Plusieurs mâles vont venir féconder donc, ces œufs et qui vont éclore environ 120 degrés jour après. 120 degrés jour, l'idée c'est 10 jours à 12 degrés. Et donc à la suite de ça va naître donc, des alevins de brochet. Donc tout d'abord ces alevins vont se nourrir d'insectes et de crustacés. À la suite de ça, lorsqu'ils vont grandir, ils vont devenir strictement ichthyophages. Ça veut dire qu'ils vont uniquement consommer des poissons. Et c'est à ce moment que va débuter un phénomène de cannibalisme entre les individus de la filière. Maxime, on lui a proposé de venir pêcher avec nous justement sur la Somme, en bateau, sur des petites embarcations prêtées pour l'occasion, pas vraiment adaptées à la pêche, mais franchement on s'est bien marré. C'était assez chaotique le départ, on est remonté assez haut. C'était vraiment joli, vue du ciel, on avait la Somme qui se dessinait à perte de vue. Magnifique. Bon Max, t'es notre sauveur. Super. Petit brochet pris aux 3 pouces avec une petite tête de football. C'est nickel. Maxime a réussi à capturer quelques poissons, notamment une ou deux perches et puis surtout un brochet. Bon, pas un très gros brochet, mais un brochet quand même. Donc c'était un petit peu l'objectif de cette hâte en bateau. Mais on avait soif d'autres captures, quoi. On voulait capturer un brochet de la Somme. Et donc on a abandonné nos embarcations et on est allé un petit peu plus bas sur la Somme pour pêcher du bord, une pêche qu'on maîtrisait plus. Sous les conseils d'Antoine, qui nous emmène sur un des spots qu'il connaît bien, on commence à faire les premiers lancers, on est concentré, on a envie de prendre un poisson et on a tellement envie de prendre un brochet que même Julien, caméraman du séjour, prend la canne et puis voilà, on se donne toutes les chances de pêcher un brochet, quoi. Et si possible un brochet assez joli. Donc on fait des lancers, on arrive sur un canal qui était vraiment très trouble, une partie du canal qui était très trouble. Et là, déjà première touche pour Jérémia en 10 minutes de pêche. Oh poisson, oh putain, loupé. Et je me suis fait découper la queue du leurre. Ça avait l'air joli, hein. Un beau coup de dent, je me suis pris à peu près au même endroit. On va vite continuer, mais ils ont l'air d'être dans le coin. Et 5 minutes plus tard, Julien, il crie poisson. Oh, poisson, poisson. Oui. Oh là là. Yes. Ça c'est bon ça. Le poisson glisse dans les mailles du filet et là on est vraiment trop content, quoi. On est relâché, quoi. On se dit ça y est, enfin un brochet de la Somme, un joli petit brochet et en plus c'est Julien qui le fait, quoi. Donc voilà, la stratégie a payé, on est vraiment aux anges. On fait quelques photos, on le relâche et mission accomplie. Et nous voici dans la baie de Somme où on vient un petit peu se reposer après justement ces 2 premières journées entre les étangs de la Barrette et justement notre quête du brochet. Et là franchement c'est une scène très belle, on est seul quasiment en tout cas, à perte de vue, c'est une étendue toute plate où on voit les marées qui viennent et qui repartent. Et l'idée c'est de
de passer la nuit ici pour espérer voir demain peut-être les phoques et puis reprendre la route pour poursuivre notre aventure.